Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Le monde du mystère et de l'inconnu existe partout. Il existe sous forme d'histoires incroyables, de phénomènes, de créatures étranges, la cryptozoologie, et aussi d'événements cyclo-répétitifs que la Terre a connus durant ces dernières décennies. Le monde du mystère touche tous ces points relatifs à cette matrice dans laquelle nous vivons. Mais quand certains d'entre eux se fusionnent, se connectent et forment une histoire, alors on se retrouve avec des histoires incroyables, et notamment quand ces histoires reflètent le monde de l'ufologie. Quelquefois, on dirait que ces histoires sont de la science-fiction, mais quelquefois ce n'en est pas. Je suis en train de vous parler ni plus ni moins de celle de l'OVNI en mer Baltique. Cette histoire est passée au travers de l'information générale, les médias, mais quand même passée à travers les mailles du filet et nous a été mal canalisée ou à moitié jusqu'à s'oublier complètement et à devenir complètement inexistante. Alors, pour parler de cette histoire incroyable, donc pour parler aujourd'hui de cette histoire incroyable et comprendre ce qui s'est passé étape par étape, j'ai invité à Michel Genovese. Michel Genovese est venu déjà 2 fois dans Monde Mystérieux et il utilise ses facultés du remote viewing pour enquêter sur ces affaires dont personne ne parle. Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, j'espère que vous avez passé, tout le monde a passé de bonnes vacances, et que vous et vos auditeurs. Et ben voilà, moi de mon côté tout va bien. Toujours de plus en plus d'abonnés, donc tout va bien. Tant mieux, ça me fait plaisir. Et voilà, et donc j'avais beaucoup de personnes qui attendaient cette on va dire une nouvelle interview avec vous. Donc comme promis, on voulait parler de l'OVNI en mer Baltique, donc on va attaquer ce thème aujourd'hui. Donc, alors moi j'ai très peu d'informations, donc je vous laisse commencer, Michel. D'accord. Ben, on va remonter quelques années en arrière, pas si loin que ça remonte à l'année 2011. On est en mer Baltique, c'est la mer qui est en face de la Suède. Oui. Et c'est là que, juste pour positionner un peu pour vos auditeurs où ça se passe certainement pas en Amazonie, déjà. Non, voilà, on est bien au nord. Donc, on est parmi des gens froids, rationnels et pragmatiques. Déjà, il faut penser que les Suédois, c'est pas des gens qui plaisantent, c'est pas des gens qui aiment monter des plaisanteries ou des blagues, c'est des gens qui ont les pieds sur terre. Et là, dans l'équipe d'Ocean Team, c'est l'équipe dirigée par Peter Lindbergh, c'est en quelque sorte un chasseur de trésors des temps modernes, qui, à l'époque, en juin-juillet 2011, se trouvait donc au centre de la mer Baltique, à la recherche d'un bateau qui contenait des bouteilles de vin. Voilà, son but à lui, c'était récupérer des bouteilles de vin. Il était parti pour ça, il ne s'attendait pas du tout c'est l'inattendu, c'est la beauté de l'inattendu. On part pour un voyage, on se retrouve sur une autre route, dans un autre voyage. C'est ce qui lui est arrivé à lui et toute son équipe. Donc, durant cette recherche, leur sonar a accroché un artefact à 80 mètres de fond. Un artefact qui avait une forme de sphère, bien délimitée. Voilà. Et donc, ça leur a piqué leur curiosité. Et ils ont décidé d'aller plus loin, d'explorer plus loin, d'arrêter la chasse aux bouteilles de vin, voilà, pour pas avoir trop au passage. Bien sûr, oui, parce que alors on va préciser aux auditeurs. Bon, c'est bien de le dire. Hein. Donc cette équipe de chercheurs, c'était pas des chercheurs d'artefacts ou quoi que ce soit. C'était une société en fait qui cherchait, donc comme vous l'avez très bien dit, des bateaux naufragés. Et effectivement, voilà. Leur travail c'était de retrouver ces bateaux et c'est ce qui avait ces bateaux et leur contenu pour gagner de l'argent tout simplement. Et en 97, donc par rapport à ces bouteilles de vin, pour que le public comprenne, ils avaient découvert donc le bateau. Alors je vais essayer de bien le prononcer et de pas me tromper. Le
camping qui était chargé de plus de 2500 bouteilles de champagne ou un truc comme ça. Il y avait quelque chose comme ça. Et donc cette équipe n'avait rien à voir avec voilà, le monde de l'ufologie ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, il faut bien le préciser. C'est important de le préciser pour dire déjà qu'ils n'avaient aucun, je veux dire, préjugé à ce sujet et aucune attirance même pour le monde du paranormal. Ils ont simplement voulu pousser plus loin l'enquête parce qu'ils s'imaginaient bien que à 80 mètres de fond, il y avait quelque chose de bizarre, quelque chose qui accrochait le sonar, quelque chose qui ne semblait pas d'être d'origine naturelle. Voilà. Donc on est là. Peter Lindbergh a donc envoyé. Donc la première phase de sa mission en 2011, c'était déjà de circonscrire l'endroit où se trouvait cet artefact. Oui. Pour préparer une deuxième mission qui a eu lieu en 2012, où là, on a directement envoyé une équipe de plongeurs professionnels pour s'approcher de l'artefact et l'étudier de beaucoup plus près. Pour en faire des schémas au sonar, graphique, le filmer, le décortiquer sur toutes ses coutures. Et de là, les spécialistes ont déduit qu'il s'agissait d'un artefact artificiel. On n'en a pas tout de suite déduit qu'il s'agissait d'un ovni, d'un objet volant non identifié qui se serait abîmé en mer, mais plutôt on a pensé peut-être que c'était un ancien site de rite d'une ancienne religion nordique qui aurait été fait là il y a 1000 ans et qui aurait été englouti par la mer par la suite. Tout à fait, c'est ça, parce qu'en fait, voilà, donc ça c'était en 2011, c'est ça? Oui, en 2011, après il y a eu l'expédition la 2012 avec les plongeurs qui se sont approchés, filmés, cartographiés, scannés. D'accord, voilà, parce que bon, en même temps qu'on explique tout ça, donc moi comme d'habitude, je passe des photos aux auditeurs pour que les auditeurs comprennent. Voilà. Oui. Donc, alors, pour en revenir en 2011, donc ils s'aperçoivent que que ça a une forme, on va dire, d'un disque, c'est ça? Absolument. C'est vraiment une forme sphérique. On l'appelait même le disque du fond des airs. C'est moi-même qui l'avait en quelque sorte baptisé lors de ma première enquête en 2011. Et déjà, on part sur la route un peu disons, à la lisière de la science-fiction, puisqu'on n'écarte pas ces possibilités. Mais Peter Lindbergh, comme a bien les pieds sur terre, elle n'a pas tout de suite voulu avancer la théorie de l'OVNI. C'est moi-même qui l'ai avancé en 2011 quand j'ai fait mon enquête. Lui, il s'y est absolu. Il a attendu d'avoir de plus amples données, ce qu'il a obtenu avec la deuxième mission de 2012. D'accord, oui, parce que votre enquête, vous l'avez fait à partir de 2011. Oui, tout de suite, Peter Lindbergh a fait sa découverte en juin-juillet 2011 et moi, j'ai suivi mon enquête entre juillet et août 2011. D'accord, donc, arrivé en 2012, donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a eu plus de données, ça veut dire, en quelque sorte, j'ai plongé moi également au niveau visuel avec Peter Lindbergh une deuxième fois pour explorer l'engin de plus près et même à l'intérieur. Et au niveau de Peter Lindbergh, il a bien pu identifier qu'il y avait au-dessous de la croûte de terre qui s'est formée sur l'engin, il y avait une masse métallique. Une masse métallique qui n'avait aucune soudure. Ça n'existe pas sur Terre. On ne peut pas fabriquer s'il n'y a pas de soudure ou des rivets ou des boulons. Déjà, on pouvait déjà lui donner une origine non terrestre, d'une construction non terrestre, quelle qu'elle soit. En plus, elle a pu être datée, les sédiments au carbone 14 a été daté, ce qui nous a ramené à plus de 1000 ans en arrière. Ça veut dire que cet étrange artefact était là dans la mer ou s'est abîmé dans la mer il y a plus de 1100 ans dans le passé. D'accord. Alors, on va expliquer un peu plus aux auditeurs. On va essayer de revenir sur quelques étapes. Donc, vous avez utilisé vos capacités extrasensorielles pour... alors, il faut rappeler au public que vous utilisez le remote viewing, ce qui permet de se déplacer dans le temps ou dans l'espace, c'est ça? Voilà, absolument, par visualisation à distance, ça veut dire on peut aller autant dans le futur que dans le passé, ce qui me permet de revivre des scènes de l'histoire. D'accord, et donc là vous êtes, mes questions c'est pour savoir, vous êtes remonté à quel moment exactement, ou pour savoir exactement
Alors avant tout, j'ai utilisé les premières photos qu'avait fait le sonar de Peter Lindbergh lors de mon enquête en 2011. Et on a appuyé ma main, donc j'ai vu des images qui sont venues et j'ai vu que l'engin, c'est parce que pour moi c'était clair, dès ce moment-là, en vérité j'ai mouillé la chemise avant même Peter Lindbergh, plus de 2 mois avant lui, j'avais confirmé qu'il s'agissait d'un engin artificiel venu d'un autre monde, qui s'était abîmé en mer il y a 1000 ans en arrière. D'accord. C'est incroyable. Et alors, ensuite, donc, par rapport à l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, par rapport à l'histoire de l'engin ou de la suite de la découverte de Lindbergh? Oui, de l'histoire de Lindbergh. Alors, pour les Peter Lindbergh, donc on est en 2012, il a donc identifié que c'était un engin un artefact non conventionnel, non terrestre. Et il a donc continué à s'obtenir des fonds pour aller beaucoup plus loin. Et à partir de ce moment-là, il y a eu comme une chape de silence qui s'est affaisée dessus toute cette histoire. D'ailleurs, vous avez dit vous-même au début de l'entretien que les médias en ont très très peu parlé. Et oui, effectivement. Voilà. Et on a tourné un peu plus au ridicule Peter Lindbergh. Beaucoup de gens se sont liés contre Peter Lindbergh en disant qu'il voulait faire trop de business sur cette affaire, c'était pas tellement clair. En quelque sorte, on a un peu dilué le problème pour le noyer. Et ça, il faut être quand même, bon, si on utilise la logique, comme d'habitude, il faut être quand même, désolé d'expression, mais il faut être quand même un peu débile pour se dire, ok, moi j'ai une société, par exemple, de plongée sous-marine, je sais pas, avec du matériel assez cher, des sous-marins et tout ça, pour chercher des épaves et chercher donc leur contenu, et dire voilà, on va inventer une histoire comme ça et perdre la crédibilité et se faire une drôle de réputation. Enfin, moi je sais pas, personnellement, ça n'a pas de sens logique. Tout à fait. Peter Lindbergh n'a jamais admis directement qu'il s'agissait d'un engin venu d'un autre monde. Il ne s'est pas poussé aussi loin. Hein. Et moi, oui, je me suis poussé aussi loin dès 2011. Mais c'est vrai que sa crédibilité était en jeu puisqu'il avait plusieurs contrats en cours avec d'autres sociétés pour récupérer d'autres bateaux, avec d'autres cargaisons de vin ou de champagne, etc. Et il savait ce qu'il risquait. Il a pris le risque parce que même ces plongeurs professionnels qu'il a envoyés par 80 mètres de fond en 2012 ont ramené qu'il y avait vraiment quelque chose d'important. Et je pense que si Peter Lindbergh s'est jeté aussi loin, même en contactant les autorités suédoises pour demander en quelque sorte à récupérer l'engin, c'est qu'il était sûr de lui. Bien sûr. Voilà, ça c'est des détails, j'insiste là-dessus et auprès de mes auditeurs. Et je crois que vous pouvez en dire autant, Michel, que là je vais très bientôt attaquer le phénomène OVNI dans ma chaîne. Il faut utiliser la logique, non? Je veux dire, il y a tellement de gens qui n'osent pas en parler justement à cause de ça. Et il y en a à qui ça leur arrive et ils ont des expériences, ou ils font des découvertes là-dessus et ils en parlent. Et on se dit si cette personne, souvent c'est des personnes qui ont une bonne vie sociale, un bon statut, etc., un bon travail, et ils en parlent. Et je trouve ça fabuleux parce que si on réfléchit, on se dit je pense pas que parce que certaines personnes comme je disais tout à l'heure, perdent leur crédibilité après avoir raconté. Donc je pense qu'il y en a qui se risqueraient pas de perdre toute leur crédibilité en parlant de tout ça, on est bien d'accord. Donc quelque part, voilà, je pense que Peter Lindbergh savait ce qu'il faisait quand même. Donc je le pense également. Je pense qu'il ne s'est pas jeté aussi loin s'il n'était pas sûr des données qu'il avait. Il a même attendu plus d'une année, jusqu'en 2012, avant de recueillir l'ensemble des données sur l'artefact, de tous les grouper, de les analyser plus en détail avant d'aller plus loin, avant d'avancer l'hypothèse d'un objet venu d'ailleurs, d'un objet extraterrestre. Bien sûr. Et donc, alors je vous laisse continuer pour comme ça, c'est vous qui faites les étapes dans l'ordre. Oui. Alors là, comme on a déjà présenté l'histoire de Peter Lindbergh,
On a expliqué comment il a trouvé l'engin, comment il a poursuivi à étudier cet artefact. Moi, de mon côté, pour revenir à la visualisation à distance, j'ai donc, en quelque sorte, en juillet 2011, par image intermédiaire, j'ai plongé dans la mer Baltique pour rejoindre cet engin et l'étudier de plus près et de rentrer dans cet engin et voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de l'engin. D'accord. À ce point-là, j'ai vu qu'il y avait une technologie qui était inconnue, du moins que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue, et il y avait plusieurs personnes, je veux dire plusieurs humanoïdes à l'intérieur, qui étaient en état d'hibernation. D'accord, alors oui, alors ça j'aimerais que vous l'expliquiez au public parce que c'est quelque chose d'important et j'aimerais si vous pouvez un peu plus détailler à ce niveau-là. Oui, on peut rentrer un peu plus dans les détails. Alors moi j'ai vu, il y avait 3 humanoïdes. D'accord. Qui étaient donc dans une espèce de sarcophage, je pense, en tout cas en état d'hibernation, parce que je les sentais comme... Je sentais en eux de la vie. Ce n'étaient pas des cadavres, ils étaient juste maintenus en état d'hibernation, donc j'ai observé plus autour de moi pour voir cette technologie, voir qu'est-ce que je voyais autour de moi, et j'ai vu un écran qui défilait un message automatique sur un écran, où il disait qu'ils étaient venus en paix. Il y avait la version française, la version anglaise, en fait, quelque sorte, il y avait tous les idiomes connus sur Terre de nos jours. D'accord. Et qui annonçait que qu'ils étaient venus sur la Terre avec de bonnes intentions, qu'ils portaient un message de paix, que c'était une mission, c'était le commandant qui parlait, c'était une expédition d'exploration, et ils étaient venus en quelque sorte fraterniser avec nous. Et après, il y avait le reste du message qui était totalement inaudible, je veux dire, c'était abîmé quand l'engin s'est écrasé. Et donc, de logique, en remontant encore un peu le temps, j'ai pu voir que le message, il y avait un compteur temporel à bord de l'engin. Qui s'était fixé à l'année 1100 de notre ère, à l'année 1011 de notre ère, après Jésus-Christ. Donc, par déduction logique, l'engin s'est abîmé en mer en l'année 1011 après Jésus-Christ. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans la bonne chronologie temporelle de telle manière à pouvoir interférer avec tous les peuples? Est-ce que c'était plutôt de notre temps à nous qu'ils auraient dû arriver? Il y a peut-être eu une erreur de calcul, de navigation, et qu'ils sont arrivés un peu trop tôt dans notre monde, et l'engin a dû avoir un problème, et s'est écrasé en mer Baltique. Bien sûr, on peut se poser un tas de questions, savoir pourquoi et comment et dans quel but, non? Alors ça, c'est quelque chose que vous confirmez, ces êtres étaient venus sur Terre. Dites-moi. Oui, pour fraterniser, en quelque sorte. Je dis pas, ils portaient la bonne parole, surtout c'était pour apporter un message de paix, c'était vraiment pour lier amitié, pour faire connaissance. Ils n'avaient aucune mauvaise intention contre nous. D'accord. Et alors qu'est-ce que... Alors là, on est toujours en 2012, hein, bien sûr, parce que on n'est pas encore par rapport à ce qui va se passer après. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus, ou qu'est-ce que vous avez vu qui vous a marqué, ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme autre détail Voilà, les détails, c'est qu'en 2012, donc j'ai repris moi l'enquête aux côtés de Peter Lindbergh, pas directement, mais par image à distance, visualisation à distance. Et donc je suis replongé en quelque sorte pour suivre un peu les aventures de ces plongeurs professionnels qui, eux, étudiaient la coque de l'engin, parce que l'aspect extérieur, c'était la coque de l'engin. Et là, j'ai pu voir que, parce que l'engin avait... Les plongeurs étaient en train de découvrir l'entrée de l'engin, de pénétrer à l'intérieur, et l'engin était encore muni d'un système de sécurité qui leur a empêché d'entrer à l'intérieur, et qui a déclenché le réveil des humanoïdes qui se trouvaient à l'intérieur, qui dormaient encore depuis plus de 1000 ans en hibernation à leur technique à eux, qui leur permettait. Allez savoir que c'est ce genre de technique qui nous est inconnu. Et à partir de ce moment-là, les 3 êtres ont commencé en quelque sorte à se déshiberner. D'accord. Pour reprendre possession de l'engin. Mais l'engin ayant subi de graves dégâts lors de l'impact, il ne pouvait plus décoller
pour sortir de la mer, et ils ont donc envoyé un message en direction de leur monde pour venir être secourus. Donc ça, c'était en 2012, c'est ça? Ça, c'était en 2012. Oui. D'accord. Alors ça, je savais pas. Je savais pas au niveau de cette info, je savais pas. D'accord, donc l'équipe de l'Ocean Time n'a pas pu rentrer dedans, on est bien d'accord? Non, il y avait un système de sécurité qui désactivait tout leur appareil à peine ils tentaient une manœuvre d'entrée à l'intérieur. Ils ont tenté pourtant, ils ont essayé plusieurs tentatives, mais ils n'y sont pas arrivés. Et donc Peter Lindbergh, qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il pensait faire? Alors, au niveau de l'équipe de l'Ocean Team, Peter Lindbergh, le problème c'est qu'il manquait de fonds déjà. Il avait besoin donc de fonds. Ils ont été voir d'autres donateurs, des mécénats, soit un mécène, pour essayer d'alimenter une nouvelle fois leur cagnotte, en quelque sorte. Ils sont vendre un peu des pullovers à gauche et à droite. Enfin, ils sont rentrés vraiment dans le business à l'état pur. Ils ont vraiment tenté de faire un film dessus, mais ils n'y sont pas arrivés. Et en plus, ils ont eu les autorités suédoises ne les ont pas aidés parce qu'ils ont demandé à un bateau, grue, à ramener du matériel pour essayer d'agripper l'engin et de le sortir de là où il était à ce moment-là. Donc après Peter Lindbergh s'est un peu relâché. Et l'histoire, on en est un peu resté là. On est passé dans une espèce de stand-by continu. Et chacun a été par sa route. Et comme vous dites, les médias en parlaient déjà très peu. Et après, on a directement fermé tous les spots, le Sunlight, et il n'y avait plus rien dessous, quoi. D'accord. Bon. Et donc du coup après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que donc Peter Lindbergh savait qu'il y avait donc cet artefact, n'avait pas de fonds et il a laissé un peu toute cette histoire de côté, non? Oui, en quelque sorte, oui. Il a temporisé, il a laissé passer des mois. Quasiment toute l'année 2013 s'est passée ainsi. Oui, voilà, parce que l'année 2013, j'ai absolument pas entendu parler de cette histoire. Je me souviens que l'année 2011, donc je commençais à en entendre parler, je commençais à voir des photos sur Internet et tout ça. Je crois qu'en 2012, j'ai commencé à voir des vidéos, mais c'était, on voyait des vidéos de l'équipe qui plongeait avec le matériel et tout ça, je me rappelle. Mais 2013, Non, tout le monde, il y a eu vraiment un break total sur l'année 2013, ça veut dire vraiment tous ces fichiers en quelque sorte. Peter Lindbergh est passé à autre chose façon de parler parce qu'il ne voyait pas arriver la bout de cette histoire. Il a envie aussi de passer à autre chose. Et puis quasiment, on est passé vraiment dans le vide total, tandis que ces trois êtres en bas sont revenus à la vie, en quelque sorte. Mais ils ont un système biologique qui est différent d'une autre qui leur permet peut-être même de vivre sans besoin de s'alimenter. Ils n'ont pas besoin de s'alimenter comme nous, pauvres mammifères terrestres. Ça leur a permis donc de tenir cette année. Et durant cette année, le vaisseau de récupération venait en direction de la Terre pour venir les récupérer. D'accord, donc le message qu'ils avaient envoyé est quand même bien passé, c'est ça? Voilà, absolument. Ça a mis du temps pour arriver jusqu'à destination. Certainement, mais ils ont une technologie qui leur permet sans doute de contacter un des vaisseaux en croisière dans notre galaxie ou à la lisière de notre galaxie pour venir les récupérer. D'accord. Parce que le danger est imminent, le danger est imminent, c'est que la technologie de l'engin tombe dans les mains des terrestres. Ils ne voulaient absolument pas que l'engin soit récupéré, sorti de la mer avant tout, parce que ils auraient été récupérés, eux, avec l'engin. Et en plus, on aurait eu accès à leur technologie. D'accord. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2013. Hein. Voilà, le 2013, c'était la période de la préparation de la récupération. D'accord. Et donc on va garder l'acte final pour la fin, parce que moi, je la connais même pas. Hein. Je découvre, comme mes auditeurs, en même temps que vous, ce que Michel est en train de dire.
Alors, pour en revenir un peu sur la découverte, parce que c'est quand même assez impressionnant, hein, cette histoire. Bon, on en a parlé très peu, on en a parlé. Il y a très peu d'articles dessus. Bon, toujours pareil sur Internet, c'est dommage. Je sais pas si je peux vous poser ces quelques questions, Michel. Oui, Et bon, je pense que c'est des questions que tout le monde aimerait savoir. D'où viennent ces êtres, de quelle partie de la galaxie, enfin si c'est une galaxie éloignée, bon, je sais pas. Quel était, enfin, leur but exactement. Enfin, le but, mis à part de venir avec un message de paix, etc., etc. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui sont venus, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus Alors, pour reprendre, j'ai donc repris l'enquête en 2014 en même temps de l'acte final, et j'ai pu noter que ces êtres venaient d'une des exoplanètes qui a été découverte récemment. J'ai pu faire maintenant la connexion entre cette exoplanète qui est en quelque sorte une super Terre, qui a les mêmes capacités de planète habitable que la Terre, puisqu'elle est positionnée à une distance de leur étoile comme notre planète. D'accord. Donc ils viennent de cette zone-là qui a été découverte récemment par le télescope Hubble. C'était le fameux de la zone Kepler qu'on baptise. On en a parlé encore cet été avec une autre planète qui est jumelle quasiment à la Terre. D'accord. On en a parlé pas mal. Hein. La NASA a délivré pas mal d'informations là-dessus. Une planète Kepler F quelque chose, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais ça me dit quelque chose. Voilà. Donc nos amis qui sont venus nous rendre visite venaient de cette zone-là déjà. D'accord. Venaient de cet environ de l'univers, voilà. Maintenant, leur intention était une bonne intention, c'est-à-dire de rentrer en contact pour porter un peu un message de paix. Malheureusement, ça s'est mal passé parce que leur engin est un pépin. Petite parenthèse, qu'est-ce qui leur est arrivé exactement? Parce que moi, à chaque fois, je me pose ces questions, c'est quand même assez incroyable. On dit à chaque fois, ok, un ovni s'est écrasé. Bon, on verra par la suite dans Monde Mystérieux que, bon, j'espère que Michel pourra revenir sur Monde Mystérieux, nous parler de la zone 51. Mais on parlera dans Monde Mystérieux donc du crash de Roswell. J'espère pouvoir en parler cette année ou plutôt possible l'année prochaine. On verra qu'il y a eu des crashs aussi au Brésil. Il y a eu des crashs un peu de partout et je me pose à chaque fois cette question, c'est comment ça se fait qu'une technologie aussi puissante arrive à avoir des avaries et à se scratcher sur Terre comme ça. Voilà. Et si je peux me permettre, il faut surtout relativiser. Il faut imaginer que oui, c'est une technologie qui est puissante, mais elle n'est pas invincible, elle n'est pas indestructible. Elle a également, la carapace a des défauts. C'est comme si vous voulez comparer, excusez-moi, une Ferrari à une 2 chevaux, en disant que la Ferrari ne peut pas tomber en panne parce que c'est une Ferrari. Elle a été conçue d'une manière différente de la 2 chevaux. Par contre, si une 2 chevaux terrestre tombe en panne, on est tous d'accord. Si la Ferrari extraterrestre tombe en panne, on se pose la question comment ça peut arriver. Et non, il faut envisager que ces genres d'engins ont également des défauts quelque part, qui ont échappé à leur constructeur et qui malheureusement ces défauts ont pu s'agrandir durant le voyage. La fissure dans la coque a pu s'agrandir sans que personne ne se soit aperçu ou se soit aperçu trop tard. Et comme l'équipage était en état d'hibernation, il n'a pas pu intervenir puisqu'il était en autopilote automatique. D'accord. Il n'était pas aux commandes de l'engin. Il devait se réveiller en théorie quand l'engin aurait dû atterrir sur Terre. Et les voyages interstellaires ne sont pas, ne sont pas immunisés de danger. Il y a des petits météorites, et il y a des gros météorites, il y a de tout qui peut arriver dans un tel voyage, une telle distance. Et peut-être qu'ils ont été touchés par un météorite qui les a secoués durant le voyage, qui a provoqué une fissure, qui s'est agrandie, et quand ils sont arrivés dans l'atmosphère terrestre, l'engin s'est dépressurisé en quelque sorte et a provoqué l'accident. D'accord. Oui, surtout en l'année 1011, ça devait être... ceux qui ont dû voir peut-être cette scène, j'imagine leur tête. Oui, on peut imaginer qu'en l'année 1011, il y avait les Vikings, donc chers Vikings qui débarquaient à gauche à droite
à conquérir les terres, voilà. Ils ont dû prendre ça peut-être pour un message des dieux ou quelque chose de ce genre-là. Oui, alors ça, oui, c'est bien aussi de le dire. Hein. Souvent, on voit dans les représentations, les gravures ou les peintures, qu'on voit les dieux venant du ciel, où on voit des colombes, des anges. Il y a même des peintures, on voit des anges. On peut s'imaginer que parfois, voilà, ça aurait pu être ce type de scène. Hein. Ça aurait pu être des engins venus d'ailleurs, qui sont venus sur Terre. Et ça, j'en parlerai au fur et à mesure aussi dans Monde Mystérieux. Ça, c'est important. Il y a pas mal de représentations du Quattrocento italien où on voit un engin traverser. Tout à fait. Il y a des cadres célèbres là-dessus et n'importe qui pourra dire c'est totalement impossible comment le peintre de l'époque a pu représenter un tel engin. On ne connaissait rien de ça il y a plus de 800 ans en arrière, ce qui prouve la validité que ces engins existent réellement. C'est une preuve vraiment formelle dans ce cas-là que les panier, à moins qu'ils peuvent dire que c'est le peintre lui-même qui a rajouté cet engin de sa propre imagination pour faire mieux. Enfin, on trouvera toujours des excuses. Hein. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Comme d'habitude, voilà. Non, tout à fait. Non, mais j'ai vu effectivement. Alors bon, encore une fois, pour dire aux auditeurs, c'est possible de visualiser ces peintures et ces photos sur Internet, comme toujours. Il existe plusieurs peintures, donc de la Renaissance, c'est ça? Oui, la Renaissance. Oui. Voilà, où par exemple on voit, donc je passerai les photos en même temps que j'en parle, hein, mais on voit par exemple, alors par exemple une ville où on voit, je sais pas comment expliquer, une scène où on voit des gens et puis on voit des ovnis qui sont lumineux, qui sont dans le ciel, où on en voit plusieurs. Il y a une peinture qui m'a assez impressionné où on en voit plusieurs. Et le peintre a même représenté donc les gens qui les regardent. Donc c'est assez incroyable. C'est assez surprenant, je dirais. Tout à fait. Donc voilà, j'imagine à cette époque qu'est-ce qu'ils auraient pu penser, mais effectivement ils auraient pu penser ça, que c'était les dieux. Donc avant de passer à l'acte final, parce que je fais exprès de faire durer le plaisir pour savoir l'acte final, qu'est-ce que vous pouvez dire donc par rapport à votre visualisation à distance par rapport à on va dire 2011, 2012 et 2013? Alors, pour reprendre la chronologie, la première donc visualisation à distance que j'ai fait entre juin et juillet 2011, juste après la découverte de Peter Lindbergh, c'est donc l'exploration de l'engin, la découverte des 3 humanoïdes qui étaient en état d'hibernation. Par la suite, j'ai décroché moi également parce que je suis passé un peu à autre chose. Mais je suis revenu fréquemment sur la zone de la mer Baltique où se trouvait l'engin et j'ai pu voir que d'autres médiums remote-reader d'autres services de renseignement étaient sur le coup. En quelque sorte, Peter Lindbergh lui-même l'a avoué lui-même qu'on lui mettait un peu les bâtons dans les roues, quoi. On l'intimidait, on essayait de lui faire changer de zone. D'accord, ça je savais pas. On lui cherchait un peu les coups dans la tête avec des autorisations qu'il n'avait pas pour être dans cette zone. On a essayé de lui mettre les bâtons gentiment, disons, dans les roues, pendant que les médiums remote-readers travaillant pour les services de renseignement de plusieurs autres pays que nous connaissons, etc., les puissants de ce monde, ont également percé un peu la coque de l'engin à leur manière à eux pour voir s'il y avait possibilité de récupérer l'engin sans qu'il y ait de risque que l'engin saute à l'improviste, etc. Donc, oui, parce que alors ça, précisez aussi, parce que ça, je me rappelle, je crois que vous l'aviez dit à l'époque chez Bob. Oui. L'engin avait un système d'autodestruction, c'est ça? Voilà, d'autodestruction qui aurait, si on aurait essayé de le décoller du fond de la mer là où il est, le système se serait mis en fonction et l'engin aurait éclaté, mais il aurait pu provoquer d'énormes dégâts parce que
la structure des moteurs, il y a des réacteurs de l'engin, ainsi que l'énergie qui était utilisée pour le propulser. Je pense que là, s'alimentant en antigravité aurait posé d'énormes dégâts à la planète, quoi. J'imagine. Et donc, alors ça c'est incroyable. Vous avez pu, comment dire, une fois que vous avez utilisé votre remote viewing, vous avez pu ressentir qu'il y avait d'autres remote viewers. Oui, absolument. C'est oui, il y a d'autres comment... oui, on croisait un peu nos esprits en quelque sorte. Je voulais bien qu'on mettait on peut l'appeler coucou l'ami, je suis là moi également, voilà. D'accord. C'est incroyable parce que c'est incroyable ça. C'est comme si vous êtes dans une pièce et il y a des fantômes autour de vous, vous les voyez pas, mais vous ressentez que la présence est là, vous ressentez la présence. Moi, je ne pouvais pas les voir, mais je ressentais leur présence en quelque sorte. Je voyais que je n'étais pas seul à descendre, à observer l'engin. Il y en avait d'autres qui venaient également pour établir d'autres petits croquis, pour être remis à leur service de renseignement et voir s'il y avait une possibilité d'envoyer quelques petits sous-marins ultra-modernes pour agripper. Donc, il faut rendre compte quand même que l'engin est grand quasiment comme au moins 2 ou 3 terrains de football, hein. C'est pas petit, hein. D'accord. Ça prend au moins une bonne surface d'un terrain de football, et donc c'est pas petit du tout, hein. Pour réussir à remonter un tel engin, c'était pas un simple sous-marin qui aurait pu le faire, il aurait fallu agir à la surface, et en agissant à la surface, on les aurait vus. Il aurait fallu et encore je sais même pas parce qu'aujourd'hui il y a des grues qui peuvent soulever je vais pas dire de bêtises mais je crois qu'ils peuvent soulever jusqu'à 60 000 tonnes ou quelque chose comme ça. Si je me trompe pas. 4 mètres. Ces grues, j'ai eu l'occasion de voir la photo. J'en parlerai, ça aussi, malheur. J'en parlerai, ça, dans Monde Mystérieux. Mais je pense que même ces grues-là, ils auraient même pas pu, en fait. Non, parce que ils auraient pu l'accrocher avec un électroaimant ou ce système de gonfler avec de l'hélium pour essayer de la faire monter. Mais de nouveau, l'engin est comme il y a un système de destruction. Les remote weavers qui sont été sur le coup ont avisé leur service de renseignement pour dire ne tentez surtout pas, parce qu'à peine on s'approche, à peine les plongeurs de Pitanidas s'approchent, tout leur système de sécurité se désactive. Et donc automatiquement, si vous envoyez 2 plongeurs à essayer de miner l'engin ou de l'agripper, l'engin va automatiquement, à peine il va sentir qu'il commence à être aspiré vers la surface ou décoller du sol, là où il est posé au fond de la mer, et le système de sécurité, parce qu'ils pensaient, les services de renseignement, de récupérer les 3 humanoïdes et toute la technologie qui était à l'intérieur. C'était vraiment leur but. Mais leur but est avant tout de faire un espèce de cover-up dessus, de tout couvrir, de faire en sorte que les médias n'en parlent surtout pas, que tout le monde devait oublier cette affaire pour qu'ils puissent agir dans l'ombre, dans le silence et récupérer le tout. Comme d'habitude, et l'histoire se répète, et l'histoire se répète, et l'histoire se répète. Et voilà, répétitas. Voilà, exactement. Mais alors, laissez-moi deviner, au hasard, qui était, si vous pouvez nous le dire, pour Monde Mystérieux, spécialement pour Monde Mystérieux, qui était, on va dire, allez, de quel pays étaient ces services de renseignement? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, et je ne dirais qu'une chose, les Russes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, il y avait les Russes, il y a eu les Américains, il y a eu les Chinois, il y avait les trois grandes puissances actuelles. D'accord, ok. Ils étaient vraiment dessus. Ah, mais avant tout les Russes. Les Russes étaient vraiment c'était près de leurs frontières et tout. Je le savais. Je m'en doutais. Les Russes voulaient absolument, d'ailleurs, Poutine était faire quelques petites plongées dans les environs avec son propre sous-marin, qu'il dit qu'il allait faire le touriste en quelque sorte. Ah d'accord. Mais c'était pas un tourisme, je veux dire, classique. C'était justement pour aller superviser un peu sur place, voir un peu qu'est-ce qui se passait, s'il y avait une petite possibilité de ramener ça en Russie. Voilà quoi. D'accord, c'est assez incroyable quand même. Ça c'est des choses que, alors rappelez-moi, c'est des choses que vous précisiez pas dans votre interview à l'époque quand j'avais vu votre interview sur votre blog. Ça c'est des détails que vous l'avez pas précisé. Oui non, mais de toute façon je n'étais pas rentré dans les détails maintenant chez Bob. Au passage, bonjour à Bob, hein, s'il nous écoute ou va nous écouter. Bonjour à Bob, j'espère pouvoir
rentrer en contact avec lui un jour. Il m'impressionne de plus en plus. Et qui sait, faire une vidéo avec lui aussi. Ah, ben je vous le souhaite parce que je lui souhaite plein de succès. Je suis content de son succès. Je l'espère qu'il est encore plus loin. Je lui souhaite même d'avoir une émission lui-même à la télévision, à l'étature. Je crois que ça va se faire pour un lancement de quelque chose qui vient de lancer, si je me trompe pas, mais je sais plus ce que c'est. Mais c'est vrai que là, il a lancé plein de projets, plein de choses en même temps. Je vais essayer, alors, une anecdote pour mes auditeurs. Je vais essayer en décembre. Alors, je vais aller pas à pas. Je vais donner plein d'anecdotes à mes auditeurs. J'en profite, hein, Michel. Excusez-moi. Alors, le mois prochain, je repars au Mexique. Eh oui. Donc j'espère. Voilà. J'espère, bon, j'y vais pour un projet, mais j'espère pouvoir filmer ce coup-ci, parce que j'avais eu la dernière fois, j'avais eu des problèmes de caméra, de batterie. Quand c'était pas les problèmes de caméra, c'était les problèmes de batterie et vice versa. Donc j'ai pas eu de chance. Et une fois j'avais les deux, puis c'était les problèmes de personne. Donc j'espère ce coup-ci pouvoir arriver à faire les vidéos que je veux faire pour montrer aux auditeurs. Et ensuite en décembre, je vais essayer, je garantis rien, je vais essayer donc d'aller voir, parce que je crois que Bob, je sais pas si c'est Bob exactement, mais il y aura une convention sur je sais plus comment s'appelle la convention, où il y aura Bob, il y aura Jacques Grimaud, je sais pas si vous voyez qui c'est, Michel. Jacques Grimaud. Non, je vois pas. C'est l'auteur du film La Révélation des Pyramides. Je sais pas si vous avez vu le film. Ah oui. Maintenant ça me revient. Oui, voilà, donc il y aura lui aussi. Je vais essayer d'y aller. Je garantis rien à mes auditeurs, mais bon, avec dans Monde Mystérieux, on essaye par tous les moyens d'arriver à notre but, hein, comme toujours. Donc je vais essayer d'aller à cette convention, et donc je verrai Bob parce qu'il y sera. Donc j'espère pouvoir le voir et lui parler. On verra. Parce que c'est un peu, c'est grâce à lui que je vous connais, Michel. Oui, absolument. J'avais participé à l'émission qu'il faisait tous les soirs. Oui. Il y a déjà un petit moment, hein, parce que j'avais été chez Bob la première fois en octobre 2012. Et après, on avait suivi, on a fait pas mal d'éditions. Ouais. C'est vrai, mais c'est un peu le précurseur, hein, de ce qu'on fait aujourd'hui, et je trouve ça super ce qu'il fait. Bon, enfin, donc voilà, donc c'est vrai que voilà, moi j'avais entendu la première interview avec vous, c'était chez Bob, et j'étais stupéfait, hein. Je me suis dit oh là là, mais c'est assez incroyable comme histoire. Donc c'est bien de rentrer un peu plus dans les détails et de décortiquer voilà tout ce qu'il y a autour de cette histoire. Alors une dernière question avant de passer à l'acte final. Je vous laisserai parler jusqu'au bout après. Comment ça se fait, encore une fois, que toute cette affaire n'a pas été, on va dire, un peu plus dévoilée? Je pense que c'est le caractère même de l'affaire qui n'a pas permis de dévoiler totalement. C'est parce que ça se passe déjà dans un endroit au monde un peu à l'écart, quoi. La mer Baltique, c'est pas la Méditerranée déjà, c'est pas très connu. En plus, on a affaire à des Suédois, c'est des gens qui sont très discrets. C'est pas des gens qui ont vraiment envie de se mettre en avant. C'est pas comme plutôt nous les Latins du Sud où on parle beaucoup. Oui. Non, parce que là, bon, il faut dire encore une fois, il faut préciser, l'endroit de cette découverte est entre la Finlande et la Suède. Mais voilà. c'est sur qui que ça tombe en fait dans ce cas-là? Le problème, c'est que on peut même dire que on peut pas dire que c'est dans les eaux internationales, parce que c'est quasiment à la frontière entre les deux pays, mais c'est plutôt la juridiction de la Suède plus que la Finlande. D'accord. Mais comme je dis, les amis suédois sont très froids, donc très pragmatiques. C'est un pays froid. Oui, c'est des froids, voilà. Ils sont pas tellement enclins
a ébruité beaucoup. C'est pour ça que même Peter Lindbergh lui-même a fait son enquête, a fait pas mal d'images, etc. Mais c'est pas vraiment qu'il ait été plus loin. Il n'a pas été aux États-Unis pour essayer de contacter une grande chaîne, pour essayer de faire un film dessus. Il n'a pas vraiment poussé très très loin. Hein. Il n'a pas été très business dessus. Il en a parlé, c'est vrai. On en a parlé un peu, c'est vrai, mais il n'a pas vraiment forcé pour que tout le monde en parle, quoi. Il a gardé un peu ça pour lui. Puis après, le temps est passé. Puis les médias, en vérité, ne s'y sont pas vraiment intéressés. Tout à fait. Les médias, c'est toujours ainsi. Hein. Si les médias ne s'intéressent pas, l'histoire peut être extraordinaire. Mais si les médias ne sont pas là avec leur caméra, personne ne voit, personne n'entend, et voilà. Et puis ça fait un petit à petit. C'est pour ça que l'histoire après. Bien sûr. À chaque fois, on va dire qu'ils sont soumis à une certaine règle, les médias. Donc, nous, c'est pour ça qu'on fait l'information à de la désinformation. Et c'est pour ça que moi et Michel, on est là, par exemple, ou même Bob. Hein. Voilà, ça, il faut le préciser. Donc, écoutez, je vous laisse sur l'acte final, Michel. Je pense que on va aborder l'acte final, le dernier acte de toute cette histoire, cette incroyable histoire. C'est en 2014, voilà. Il y a eu l'engin de l'année dernière. Voilà, moi j'étais alerté parce que j'ai vu que les autorités suédoises commençaient en quelque sorte à s'activer parce qu'il y avait un étrange engin qui naviguait dans leurs eaux, dans la mer Baltique, et ils n'arrivaient pas à le repérer. Bon, à première vue, ils ont commencé à accuser que c'était des sous-marins de contre-espionnage russes qui se trouvaient dans les environs. Ça aurait pu être, puisque c'est dans la zone des Russes. Donc c'est bien possible, tu sais, Poutine qui a envoyé un de ces petits sous-marins à venir observer encore l'engin. Mais moi, j'ai commencé donc, j'ai repris l'enquête en 2014 pour voir une enquête inédite, parce que je ne l'ai jamais publiée nulle part. J'en parle la première fois chez vous ce soir. Voilà, c'est pour ça que je suis assez content. C'est inédit chez moi. Voilà, je vous remercie, Michel, en tout cas, mais c'est pour ça, c'est important. J'avais enquêté en privé pour moi-même, quoi, voilà, sans jamais publier, ni même passer chez Bob, ni chez qui que ce soit. Non, chez personne. Chez personne, en quelque sorte. J'ai été examiner de nouveau la zone, et là, j'ai pu voir que l'engin que les autorités suédoises prenaient pour un sous-marin russe, en vérité, était une espèce de lemme de récupération. Il venait d'un autre engin qui s'est mis en orbite autour de la Terre, l'engin de récupération, de sauvetage, qui a envoyé un lemme pour venir récupérer les 3 humanoïdes à l'intérieur de l'engin. Voilà. Et en même temps, de détruire la technologie de l'engin. En quelque sorte, ils ont emporté tout ce qui était précieux de l'engin avec eux. L'engin, maintenant, il est toujours là, mais c'est une coque vide. D'accord. On peut le récupérer. Wow. Maintenant, on pourrait le récupérer sans aucun risque, mais sans vraiment le putain précieux qui était à l'intérieur. D'accord. Donc ça, alors comment vous avez vu la scène où ils ont récupéré, ou vous avez vu la scène après, une fois que ça a été récupéré? Non, j'ai vu la course poursuite avec la marine suédoise. D'accord. Et j'ai vu l'engin s'arrimer directement au-dessus de l'autre engin, ça veut dire au-dessus de l'artefact qui était au fond de la mer, le lemme de récupération. Ouais, c'est classique, c'est-à-dire une écoutille qui s'ouvre, on passe d'un engin à l'autre, les autres personnes, les autres humanistes qui étaient dans le lemme ont descendu dans l'engin, retrouvé les leurs, en quelque sorte, plus de bilan. Voilà, ils ont donc à ce moment-là, ils ont pris leur temps pour démonter à leur manière à eux. C'est pas démonter, c'est pas une technologie qui s'embrique. Il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de boulon. Ça se dématérialise. Ça veut dire qu'ils vont tout à fait. Ils ont quelque sorte, je peux dire, on passe. C'est un hommage à Star Trek en quelque sorte. Ils ont quelque sorte téléporté l'ensemble de ce qui était dans l'engin à l'intérieur de l'engin de récupération qui était en orbite de la Terre. D'accord, donc c'est assez incroyable. J'imagine la taille de cet engin là, encore une fois. Donc voilà, pour expliquer encore une fois au public, ils ont une technologie qui nous dépasse. Hein, on peut même pas expliquer ce que c'est. On l'avait vu ensemble, Michel, sur le Black Knight. Hein, le Black Knight aussi change de forme.
on s'aperçoit finalement que bon, là j'avais fait une vidéo sur le phénomène OVNI que j'ai pas fini d'éditer, que je finirai bientôt d'éditer, où justement la personne avec qui j'en parle, on parle de plusieurs comment dire, de plusieurs sortes de formes d'OVNI. Donc il y a l'OVNI matériel qui est voilà, dur en métal, il y a l'OVNI lumineux, il y a l'OVNI comment dire, qui se métamorphose. Bon, et ce sont des technologies qui nous dépassent. Voilà, on peut même pas on peut même pas parler de comment dire Oui, on n'a pas encore en quelque sorte diagnostiqué, je veux dire, on n'arrive pas pour moi c'est une espèce de bon, c'est une technologie qu'on n'a pas encore trouvée, certes. C'est une espèce de matière qui vit. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, ce genre-là, oui. C'est la dématérialisation, la rematérialisation. Ils agissent au niveau des atomes. Ça veut dire qu'ils arrivent à décomposer l'atome et à le recomposer, à remonter. Ce que nous ne pouvons pas faire. Imaginez-vous que vous êtes dans la rue, vous fixez une voiture et vous arrivez à la désintégrer, à la réintégrer 15 mètres plus loin, atome par atome. Ils possèdent une telle technologie que pour l'instant on en est très loin. Oui, ça c'est assez incroyable. J'imagine les années d'avance sur nous. C'est voilà, nous, enfin moi je me sens petit quand j'entends des choses comme ça. Donc alors pour en revenir à ce qui s'est passé, donc ça c'était en août, c'est ça? En août 2014, ça s'est passé en août 2014. Oui, d'accord. Ça s'est passé dans cette zone-là vers juillet-août 2014. D'accord. Donc alors finalement, eh ben il n'y a plus rien aujourd'hui. Voilà, ça c'est. je découvre en même temps que mes auditeurs, je découvre comme vous ce que Michel est en train de dire. La lumière s'est éteinte, puisqu'il ne sait pas qu'il n'y a plus rien. Il reste quand même la coque vide. C'est comme si vous preniez une voiture, on a enlevé le moteur, on a enlevé les passagers, mais il reste toujours la coque de la voiture. C'est bien pour faire une visite touristique. Après, moi, je sais pas. Oui. Mais avec la coque prouverait déjà qu'il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de boulon, que ça ne peut pas être terrestre. Rien que ça, déjà, pourrait prouver ce que fut cet engin, si on arrive à le retirer d'en bas. Mais même maintenant, c'est normal que tous les services de renseignement n'ont plus aucun intérêt à s'intéresser à cet engin. Ils le laissent là où il est, puisqu'il n'a plus aucune valeur à leurs yeux. Bien sûr. Bon, ben c'est triste, c'est triste, un peu triste l'histoire de la fin, qu'il soit parti comme ça. Donc moi je répète, oui, dites-moi. Je dirais triste pour nous, mais pas pour eux. Imaginons qu'eux, ils ont retrouvé leur peuple, ils retournent chez eux. Une personne qui retourne à la maison n'est jamais triste. Bien sûr, non, bien sûr, hein, je dis triste pour cette histoire, qu'elle se finisse comme ça, mais bien voulu que ça se finisse autrement, oui. C'est tant mieux pour eux, hein. Ils ont été sauvés par leurs amis, c'est quelque chose d'assez important. C'est très bien, hein, je dis pas le contraire. Et voilà, comme je disais, je découvre en même temps que mes auditeurs la fin de cette histoire comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que, mis à part que les services de renseignement, parce qu'il y en a plusieurs, hein, on l'a vu ensemble, s'y étaient intéressés et que maintenant ils s'y intéressent plus, qu'est-ce qui est devenu tout ça? C'est-à-dire Peter Lindbergh, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il a fait à propos de ça? On vient de le voir, la coque est restée au fond. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, aux dernières nouvelles, comme je ne suis pas en relation avec Peter Lindbergh, d'ailleurs, je n'ai jamais été en relation avec Peter Lindbergh. D'accord. Ce que je sais, c'est qu'il a repris ses activités antérieures, de la chasse aux fameuses bouteilles. Pour l'instant, il a quasiment déserté totalement. Hein. Je vois pas dans le futur il a d'ailleurs annoncé aucune mission de récupération même de la coque vide. Hein. Absolument pas. C'est vraiment arrêté, stoppé en 2014. Et c'est vrai que ça redémarre. C'est quasiment une histoire qui
qui s'est éteinte, qui s'est terminé bien comme dans ce terminé, film. oui. Hein. Oui, Un peu à la Cocoon, je sais pas si vous voyez le film. Oui, Cocoon, je vois, avec les anciens qui étaient dans la piscine, etc. Un très très beau film que je recommande aux auditeurs. Parce oui, que, de Ron Howard. Ouais, exactement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il y a le compositeur de la musique qui est mort il y a pas longtemps. Je crois qu'il est mort il y a 2 mois, je crois. Qui était comment s'appelait le compositeur? J'ai oublié. James Horner. Il est mort il y a pas longtemps et il a fait une quantité de musique de film très connue. Et c'était une très belle musique, c'était un très beau film. Et je recommande très fortement ce film Cocoon pour ceux qui le connaissent pas. C'est un très beau film. Et il y a un message derrière. Il y a un message par rapport on peut voir dans le film, hein, vous rappelez Michel, que ces entités étaient des lumières, quoi, en quelque sorte. Donc il y a un message derrière, enfin. Donc pour en revenir à l'OVNI en mer Baltique, ça ressemble un peu à une fin dans ce genre-là, ce qui est très beau. Mais alors, donc on a dit tout à l'heure, il y a une poursuite avec toute la flotte voilà, qui poursuivait cet engin. Est-ce que capturer, oui. D'accord. Et est-ce que Peter Lindbergh faisait partie enfin, est-ce qu'il était sur place à ce moment-là? Est-ce qu'il a vu tout ça aussi ou pas du tout? Je n'ai pas du tout connaissance que Peter Lindbergh était sur place à ce moment-là. Du moins, ce sont les informations que j'ai eues, parce que c'était vraiment passé d'un seul coup. Je veux dire, c'était annoncé inédit, quoi, du jour au lendemain, qu'il y ait cet engin qui se bougeait dans les eaux territoriales suédoises, à la limite des eaux territoriales finlandaises. Mais les médias n'ont pas fait de lien direct avec Peter Lindbergh et n'ont pas relié à Peter Lindbergh aucune de ces informations. Ils ont juste uniquement parlé de cet engin qui était inconnu et que les autorités suédoises essayaient de mettre le grappin dessus et qu'ils n'y arrivaient pas et ils essayaient d'accuser les autorités russes d'avoir envoyé un de leurs engins d'espionnage. On s'était vraiment limité à cette information-là. D'accord. Donc c'est finalement une belle histoire qui se termine. Heureusement que vous nous avez témoigné tous ces faits, tous ces détails, parce que c'est vrai que c'est une histoire un peu compliquée. Et je pense que sans le remote viewing, on n'aurait pas pu en savoir autant. Il faut préciser aux auditeurs. Je pense que on va dire que l'histoire est close. Ah oui, elle est bien close, plus que close, ouais. Alors la coque est restée apparemment sous l'eau. Qui sait, hein, peut-être qu'un jour elle sera remontée ou on sait pas. Bien sûr, alors Michel, vous m'avez autorisé comme d'habitude à passer vos croquis. J'en avais fait quelques-uns, oui. Pendant la vidéo, bien sûr. Conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette histoire? C'était quand même une belle histoire, si je reprends le titre d'une chanson. Voilà. C'est une belle histoire, hein, qui se termine. Qui se termine bien, je dirais, à mon humble avis, au niveau de ce que j'ai pu visualiser moi, elle se termine très bien. J'ai juste le regret de voir que, de nouveau, les médias ont fait un passe dessus, nous ont porté en quelque sorte en bateau, si je peux me permettre. Voilà. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est le cas de le dire. Et on aurait dû, je veux dire, en parler beaucoup plus, faire l'ouverture du journal de TF1 ou de France 2 ou de France 3 ou d'autres LCI, etc. Ça n'a même pas pris. On gaspille 90% des informations pour des informations qui sont totalement ridicules et qui servent strictement à rien à nos vies. Et cette histoire qui aurait servi à nous booster le moral, à nous dire qu'on n'était pas seul dans l'univers, on a fait l'impasse directement dessus. Et là, je trouve que c'est totalement dommage.
Ben vous savez Michel, je vais vous dire une chose. C'est pour ça qu'on est là, nous. C'est pour ça qu'on est là. Et moyens. Bon, malgré, je reçois beaucoup de messages négatifs et positifs, hein, je tiens à le préciser. Il y a quand même, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui m'encouragent, qui m'envoient des mails. Je commence à en avoir de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Mais malgré les insultes que je me prends, bah vous savez quoi, Michel, on sera toujours là, et j'insiste, on sera toujours là, vous et moi, pour parler de ces choses-là. Mais absolument, voilà. Absolument. Et honnêtement, je suis content d'en parler parce que ce sont des choses, voilà, comme vous avez dit, qui seraient très, comment dire, qui serait très important, et notamment pour la recherche et notamment pour l'histoire, et puis bon, on voit que ça passe à travers à chaque fois. Par contre, on va s'inquiéter sur le joueur de foot qui s'est blessé ou qui s'est la cheville, ou que la reine de machin a acheté une nouvelle maison, et que voilà, c'est toujours la même chose, alors que ces choses-là sont très importantes et peuvent avoir des conséquences, notamment sur notre histoire, mais parfois aussi sur on va dire sur le déroulement de notre humanité, hein, il faut dire ce qui est. Voilà. Donc c'est voilà, c'est pour ça, et j'insiste, et j'espère qu'on fera beaucoup de vidéos comme ça, Michel, ensemble, et puis bon, voilà, je crois qu'on va s'arrêter sur ces derniers mots. Donc moi, conclusion, je donne mon point de vue. Donc c'est une affaire, c'est une histoire que j'ai découvert en 2011 sur internet, donc j'avais vu des photos, j'avais commencé à lire des articles. Je pensais pas aujourd'hui en 2015 en arriver à en faire une interview avec vous, Michel, et parler de toute cette histoire vraiment en détail. Donc ça me fait plaisir, ça me touche d'en arriver là, et je trouve que c'est une belle histoire finalement, parce que ma conclusion à moi, je ne dirais qu'une chose, c'est que quel que soit l'endroit, quelle que soit la race, parce qu'on parle d'humanoïdes quand même, on parle de civilisation qui vit à des millions de kilomètres dans la galaxie, des milliards bien sûr. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la race, quelle que soit la situation, et les amis seront toujours là pour secourir les amis même en question. Donc je trouve que c'est une histoire, une belle histoire qui se termine très bien. Personnellement, ça me fait plaisir pour ces trois humanoïdes qui étaient restés bloqués dedans. Voilà, c'est mon point de vue, et je découvre en même temps que vous cette histoire finale, donc que je ne savais pas et que Michel m'a fait découvrir. En tout cas, bon voilà, merci Michel d'avoir participé à cette nouvelle vidéo, à cette histoire. Donc bien sûr, s'il y a d'autres nouveautés sur cette affaire, bien sûr, on sera là pour en parler, que ce soit moi ou Michel. En ce qui concerne, alors il y a eu du changement chez vous, Michel. Il faut le dire. Oui. On va en parler un instant. J'ai refait en quelque sorte la façade de la maison. C'est-à-dire mon ancien blog existe toujours, mais j'ai un nouveau site qui est beaucoup plus clair. Voilà. Vous avez fait un site professionnel. Voilà, site professionnel, voilà. Qui s'affiche, alors je le passe sur l'écran en même temps que j'en parle. Dites le nom du site. C'est simple. Le site, c'est Michel Genovese, Medium Enquêteur. Vous allez sur le meilleur moyen d'y accéder, c'est vous allez sur le moteur de recherche Google, le plus célèbre au monde. Vous tapez juste Michel Genovese, Medium Enquêteur, et vous allez aller sur le site Wi-Fi. C'est le site Wi-Fi cette fois-ci, c'est plus un blog, mais c'est Wi-Fi. Voilà. Et vous allez voir, et vous allez voir qu'il est beaucoup plus performant, il est plus professionnel, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Et j'initie avec cette transition, avec ce nouveau site,
une nouvelle étape dans mes recherches, dans mes enquêtes extrasensorielles. On va aller beaucoup plus loin parce que je prépare pas mal d'enquêtes. Par exemple, la vérité sur le vol MH370 de la Air Malaysia. Malaysia Airlines. Oui, je viens de faire une vidéo là dernièrement dessus sur le débris. Vous en avez fait une dernière, voilà. Oui, les débris qu'ils ont récupérés. Voilà, tout à fait. Donc, vous l'avez vu? Oui, j'ai vu. Enfin, après, j'ai visionné un peu. J'ai vu un peu ce que vous avez fait. J'ai fait ma propre recherche quand même, hein, parce que je viens de voir là. Je me suis connecté sur mon serveur, enfin sur mon internet. Je viens de revoir une autre info, mais c'est dingue. Je viens de revoir une autre info où ils disent oui, nous confirmons que c'est bien un débris de l'aile. Et voilà. Et il réexplique l'histoire. Oui, ce débris a bien été retrouvé sur l'île de la Réunion, sur une petite plage de Saint-André, et blablabla, qui a été acheminé le 5 août à Toulouse pour être examiné, blablabla, et on confirmait que c'était bien. Ouais, bon, d'accord. Et voilà. Et point final. Voilà. En fait, ça n'a pas bougé encore. Ils remettent ils n'en disent pas plus. Voilà. J'en avais déjà parlé sur mon ancien site, excusez-moi de vous prendre la parole. Non. Et je vais revenir plus en détail dans une prochaine de mes enquêtes sur mon nouveau site. Voilà, qui est beaucoup plus clair pour moi, plus clair, plus précis. Vous l'avez l'apprécié, vous allez voir. Comme le précis déjà des milliers d'internautes l'apprécient à sa juste valeur. Et je voulais dire aux gens, à tous ceux qui me suivent, que le meilleur doit encore venir. Ça veut dire, il y a des phases de transition. Je fais la voyance, je suis médium depuis 2009. Je fais enquêteur extrasensoriel, je suis médium retriever. J'ai fait quelques radios chez Bob, quelques petites TV à la télévision, des émissions chez vous, chez d'autres personnes également. Et on va reprendre maintenant. Je veux dire, la machine va redémarrer une nouvelle fois et on va aller encore plus loin. Je vais aller plus loin dans mes enquêtes. Je vais aborder des sujets un peu plus tabous que je n'abordais pas sur mon ancien site. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Il faut bien écarter les yeux parce que vous allez en prendre plein la vue, quoi. Voilà. D'accord. Oui. Alors moi, je tiens à préciser, j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs fois et à plusieurs reprises votre nouveau site. C'est vrai que c'est plus professionnel. Il y a des photos qui s'ouvrent de partout. C'est vraiment un très beau site, mieux construit, avec toutes les enquêtes que vous avez faites donc auparavant. Précisément, oui. Voilà, c'est vraiment bien fait parce qu'il y a une partie il y a une partie média, donc c'est là où on fait tout ce qu'on est en train de faire là, les vidéos et tout ça, et les interviews, la radio et tout ça, et après il y a vos enquêtes et il y a vos ce que vous allez faire, vos projets archéologiques aussi. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc voilà, j'invite les auditeurs à aller sur le site qui s'affiche là. Alors rappelez votre adresse pour ceux qui veulent vous écrire. Votre adresse mail. Mon adresse mail, c'est ça, vous faites Michel Genovese, en entier, en minuscule, @hotmail.com. Voilà. Et j'affiche aussi le mien qui s'affiche ici. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou Michel, pour des questions sur des enquêtes, sur des histoires, sur des phénomènes, ce que vous voulez. Nous, on sera toujours là, et j'insiste pour ça, on sera toujours là pour en parler. Voilà, donc Michel, je vous remercie pour cette nouvelle interview, cette nouvelle vidéo. Merci à vous de m'avoir invité. De rien, pour nous aussi c'est toujours un plaisir de vous recevoir. J'espère vous revoir bientôt. Moi, comme je le disais, je le répète, donc je vais devoir repartir. Donc mois d'octobre, je serai absent. J'espère pouvoir effectuer les vidéos que j'ai pas pu faire l'année dernière quand j'étais là-bas sur place. Mois de décembre, donc novembre, décembre, ça va être un peu chargé. Je vais essayer de continuer à faire des vidéos, mais je pense que je vais avoir un emploi du temps très chargé aussi. J'espère quand même qu'on reviendra assez rapidement sur une nouvelle vidéo, Michel.
Et avec plaisir. voilà. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais vous proposer des thèmes ou des histoires que si vous pouvez après enquêter dessus. Voilà. Donc on va essayer de passer une autre vitesse aussi, hein. Voilà. Oui. Non, mais j'étais en train de vous écouter. Et voilà, donc si on reviendra de toute façon avec d'autres vidéos, d'autres thèmes, d'autres enquêtes vraiment passionnants. Peut-être un dernier mot, Michel, avant de clôturer cette vidéo, un dernier mot aux auditeurs pour dire, mis à part que vous allez revenir sur l'histoire du MH370, qu'est-ce que vous allez nous réserver d'assez impressionnant? Peut-être. On va revenir sur la vérité sur un certain Adolf Hitler, vérité ou mensonge. Je vais analyser la vie de ce dictateur terrible pour voir qu'est-ce qui se cachait derrière, de quelle aide il a bénéficié pour accéder au pouvoir et faire tout ce qu'il a fait, parce qu'il y a quand même un côté occulte qu'on a occulté, que l'histoire a occulté sur notre dictateur. Bien sûr, parce que siècle. C'est bien, là, j'ouvre une petite parenthèse, hein, ça m'est venu comme ça à l'esprit. Vous êtes au courant qu'ils viennent de... Alors ça, c'est important. Je voulais en faire une vidéo en plus. Ils viennent de retrouver le trésor nazi. Vous êtes au courant? Non, je n'étais pas au courant. Quel trésor nazi ils ont retrouvé? Ils ont retrouvé, apparemment, c'est un trésor qu'ils cherchaient depuis la fin de la guerre. Oui. Alors je crois que c'est en Suisse. Essayez de chercher sur internet parce que je me souviens plus de toutes les informations, mais ils ont confirmé donc il y a moins d'une semaine que c'était bien le trésor nazi qu'ils cherchaient. Donc il y a je sais pas combien de quantités d'or qui sont enfermées dans des trains et les trains sont en sous-sol, mais je crois en territoire suisse si je me trompe pas. Ils sont de bonnes mains alors. Ils sont en bonne main. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais je veux pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est en Suisse, si je me trompe pas, ou je préfère pas dire d'informations. Je préfère pas donner d'informations erronées. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été retrouvé. Et ils ont confirmé donc il y a moins d'une semaine que c'était bien le trésor nazi qu'ils cherchaient depuis très longtemps et apparemment donc c'est des trains et il y a une énorme quantité d'or et de tout ce qu'ils ont récupéré pendant ce conflit. Donc à vous peut-être de rajouter aussi quelque chose dessus, hein, ça peut être intéresser. Voilà. Mais il faut dire que les nazis avaient dispersé un peu d'or un peu aux quatre coins de l'Europe. Bien sûr. Mais c'est bien possible en Suisse que des wagons aient été acheminés vers la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les mettre en sécurité en banque suisse, sachant que la guerre était perdue. Et bien comme les SS avaient besoin de cet argent pour faire l'opération d'évasion, de s'échapper de l'Europe, c'est bien possible que ça vienne de chez eux. En tout cas, ça doit certainement venir de chez eux, mais on en aurait beaucoup à dire sur ce régime, sur ce terrible régime. Bien sûr, il y a eu tellement de choses récupérées, de richesses et d'art aussi, hein, d'œuvres d'art, hein, on peut dire ça comme ça. Donc effectivement la quantité est inépuisable. Donc essayez de voir. Oui, c'est une très bonne idée. J'irai m'informer après. Voilà, en tout cas, je voulais faire une vidéo, mais il y a un peu de tout qui arrive en même temps parce que il y a une nouvelle date prophétique qui est sortie pour ce mois-ci, là, le mois de septembre, et puis je voulais parler aussi du nouveau Windows 10 qui est quelque chose qu'il faut se méfier quand même. Enfin voilà, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Voilà, en tout cas Michel, ceci dit, merci beaucoup Michel. Je vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo. Je vous remercie pour votre interview. J'espère vous retrouver bientôt. Oui, à très bientôt. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Restez nombreux, on verra ensemble de nouvelles vidéos, de nouvelles histoires mystérieuses, toujours la même chose, mystérieuse, que nous ici dans Monde Mystérieux, on va expliquer de A à Z de ce qui s'est passé. Je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux et merci encore Michel pour cette interview. À bientôt sur Monde Mystérieux. Au revoir Michel.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.